Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence, cette fois sur l'OTAN. L'OTAN, l'instrument de l'hégémonie américaine. On parle beaucoup de l'OTAN et finalement, on connaît mal son histoire, son mode de fonctionnement, comment ça se passe. Est-ce que l'OTAN supplante l'ONU? Est-ce que l'ONU a du pouvoir sur l'OTAN? D'où vient l'OTAN? Pourquoi a-t-elle été créée? Comment? Et donc, si vous voulez bien, pendant une petite heure, nous allons examiner cela. Donc l'OTAN est l'instrument de l'hégémonie américaine, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. C'est un titre un peu polémique, mais vous savez aussi que nous ne sommes pas des robinets d'eau tiède, aussi bien le conférencier que les participants, et donc il faut dire les choses de façon nette. Alors, le traité de l'OTAN date du 4 avril 1949. Et il comprenait les pays suivants, vous les voyez sur cette diapositive, avec le président Truman, celui qui a lâché les bombes atomiques sur le Japon, qui a succédé à Franklin Roosevelt, mort en 1945, après 4 mandats, pendant son 4e mandat. Et donc Truman, son vice-président, lui succède. Et à partir du moment où la guerre froide a été lancée, eh bien, il a estimé qu'il était nécessaire de créer une alliance militaire avec les pays européens, dont l'Amérique et les pays européens eux-mêmes estimaient qu'ils étaient menacés par l'Union soviétique, qui sortait très affaiblie de la Seconde Guerre mondiale, mais tout de même auréolée d'un succès considérable. Et puis surtout, la bombe atomique était également en possession de l'Union soviétique. L'Amérique n'avait plus le monopole de l'arme nucléaire. Et donc, vous avez ces pays, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Norvège, la Belgique, le Pays-Bas, Luxembourg, ce qu'on appelait le Benelux à l'époque, le Portugal, l'Islande et le Danemark. Tous ces pays donc signent le traité de l'Atlantique Nord, le traité de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui s'insère dans l'Alliance Atlantique. Cette Alliance Atlantique qui était censée donc rassembler les États-Unis et l'Europe. 2 ans après, les Américains n'ont pas traîné, ils tenaient beaucoup à l'entrée de la Turquie, les Européens tenaient beaucoup à l'entrée de la Grèce, et il fallait réconcilier les Grecs et les Turcs. Vous êtes des gens lettrés, et donc vous savez qu'entre la Grèce et la Turquie, il y avait des différends extraordinairement importants, et notamment tous ceux qui avaient suivi les événements après la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres, le traité de Lausanne, et puis ce que les Grecs ont appelé la grande catastrophe, l'expulsion des Grecs de Turquie qui vivaient pour certains pour certaines familles depuis des millénaires. Les Grecs étaient présents bien avant les Ottomans, bien avant les Seldjoukides, c'est ce qu'on appellera les Turcs, venus des steppes d'Asie centrale, et répandre le malheur dans cette contrée qui avait connu donc les Grecs, les Romains, les Byzantins. Et de cette terre chrétienne, ils ont fait une terre exclusivement musulmane. Et donc, après avoir massacré les Arméniens, ils ont expulsé les Grecs, et les Grecs, de la même façon, ont expulsé les Turcs qui vivaient en Grèce. Cet échange de population complètement improbable, et d'ailleurs aujourd'hui, pour l'anecdote, défendu par certains stratèges pro-ukrainiens qui disent que lorsque l'Ukraine reprendra la Crimée, ils peuvent toujours rêver, eh bien à ce moment-là, il faudra faire comme les Grecs et les Turcs en 1923, faire un grand échange de population, et donc il faudra finalement expulser les Russes de Crimée. Alors, réconcilier la Grèce et la Turquie n'était pas une chose facile, mais on est en guerre froide. Les Grecs, finalement, acceptent assez volontiers de rejoindre l'OTAN, c'est une sécurité. Et les Turcs, ça a été un petit peu plus difficile, évidemment, mais ils ont habilement manœuvré. Et puis, finalement, les Soviétiques qui avaient essayé d'en faire une sorte de satellite, qui avait essayé de convaincre les Turcs de rentrer dans l'orbite soviétique, ont échoué, et les Turcs ont préféré pencher du côté américain. La réconciliation entre les Grecs et les Turcs n'est que de pure forme. En réalité, ils se parlent peu, mais en tout cas, les Américains ont réussi ce tour de force, faire rentrer ensemble la Grèce et la Turquie dans l'OTAN. Donc, jusqu'à présent, tout va bien.
Et puis 1955, il se passe un événement extraordinaire. L'OTAN avait été au départ construit, fait, créé pour non seulement avoir une alliance contre l'Union soviétique, mais également, et c'est marqué dans le traité, empêcher l'Allemagne de se relever. Et bien finalement, 6 ans après, l'Allemagne de l'Ouest adhère. L'Allemagne a été coupée en deux. L'Allemagne de l'Est est maintenant un pays communiste dans l'orbite soviétique et l'Allemagne de l'Ouest craint que les forces soviétiques, un jour, soient tentées de réunifier l'Allemagne sous une orbite communiste. Et donc les Allemands, qui sont préoccupés maintenant par un pacifisme considérable, décident de se mettre sous le parapluie américain. Ça a des conséquences très importantes parce que, encore maintenant, l'Allemagne est sous le parapluie américain. C'est tout à fait récemment, c'est d'ailleurs en ce moment, on est en pleine actualité, que l'Allemagne décide de se redoter d'une armée. Depuis 1945, elle n'en avait plus le droit. Elle a scrupuleusement respecté, traumatisée par le nazisme et la destruction de l'Allemagne pendant 5 années de guerre. Eh bien, elle était résolue à ne plus avoir d'armée, à ne plus avoir de forces militaires et à ne plus avoir qu'une armée, quand je dis plus avoir d'armée, une armée en tout cas très symbolique et épris de sentiments pacifistes, ce qui est toujours assez distrayant pour une armée. Mais quoi qu'il en soit, ils sont très, très attachés maintenant à ce concept de pacifisme. La dénazification a été poussée très loin, puisque les Américains qui l'ont organisée eh bien, ont choisi d'aller jusqu'au bout du processus de la dénazification, c'est-à-dire finalement à faire de l'Allemagne, à faire de cette génération allemande qui arrive après la guerre, une génération totalement pacifiste. Donc pour l'Allemagne, il y a une certaine logique à se dire, eh bien, au fond, en face, on a l'Allemagne de l'Est, très militarisée, évidemment sous orbite soviétique. Eh bien, nous, Allemands de l'Ouest, il n'est pas question qu'on fasse des dépenses militaires importantes, mais on se met sous la protection du parapluie américain. Simplement, pour les soviétiques, c'est un acte beaucoup plus fort que l'entrée de la Grèce et de la Turquie. Encore que l'entrée de la Turquie a provoqué un certain traumatisme chez les soviétiques, puisque assez vite, les Américains installeront des ogives nucléaires en Turquie. Et la Turquie, ce n'est finalement pas très loin de l'Union soviétique. Et la crise des fusées de Cuba sera une réponse du berger à la bergère. Et selon la phrase célèbre du chef d'état-major de l'armée rouge dans ces années-là, c'est de dire, bon, alors les Américains ont le droit d'installer des ogives nucléaires en Turquie, mais nous, on n'a pas le droit de les installer à Cuba. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne de l'Ouest adhère, et pour les Soviétiques, c'est le pas de trop, et donc ils décident de riposter et d'installer à leur tour, d'organiser non plus une alliance, mais un pacte, le pacte de Varsovie, qui n'a donc été créé qu'après l'OTAN. Nettement après l'OTAN, plusieurs années, c'est l'adhésion de la République fédérale allemande, la RFA, qui entraîne la création du pacte de Varsovie, une sorte de riposte. Alors évidemment, c'est assez symbolique en même temps parce que la présence soviétique était telle dans tous ces pays de l'Est, si on met à part la Roumanie qui avait des velléités d'autonomie et l'Albanie qui aura plus tard les mêmes velléités d'autonomie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, la Bulgarie sont évidemment aux ordres de l'Union soviétique. Donc, s'il y avait eu une guerre entre l'Union soviétique et l'OTAN, il est évident que tous ces pays, pacte de Varsovie ou pas, auraient participé à la guerre côté soviétique. Mais tout de même, symboliquement, les soviétiques ont tenu à organiser cela, à faire en sorte qu'en face de l'Alliance atlantique, en face de l'OTAN étant le bras armé de cette alliance atlantique, eh bien, il y ait également un bras armé, celui du pacte de Varsovie. Alors, on entre dans un monde bipolaire. Et là, vous avez un état des forces en présence qui, pardon pour la carte en allemand, mais quelquefois, il y a des bonnes cartes qui sont en langue étrangère, souvent en anglais, quelquefois en allemand. C'est ainsi. Mais on retrouve assez facilement, ce sont les effectifs des armées, et donc l'Union soviétique, 2 900 000 hommes, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la République tchèque, en dessous les Hongrois, les Roumains, les Bulgares, tout ça fait beaucoup de monde. Alors c'est un petit peu formaliste parce que chacun gonfle un petit peu ses effectifs, et en face, donc 1 million
d'Allemands finalement très très mal entraînés, 500 000 Français, ça c'est un petit peu plus sérieux, mais à peine, les Britanniques, mais surtout de l'autre côté, évidemment, les États-Unis. Sans oublier tout de même les Turcs, qui restent la plus grosse armée d'Europe, et encore maintenant, derrière la Russie, la Turquie a la plus grosse armée européenne. Et donc, on est dans ce monde bipolaire. Ce monde bipolaire, les Américains dominent évidemment le monde à ce moment-là. C'est la plus grande puissance économique, c'est la plus grande puissance militaire, sans contestation possible. La Chine est encore très endormie et l'Union soviétique, surtout avec le système soviétique, ne peut évidemment pas économiquement rivaliser avec l'Amérique. Par contre, elle veut le faire sur le plan militaire et de ce point de vue-là, elle y réussira. Donc on est dans un monde bipolaire avec certes l'Amérique première puissance du monde, mais tout de même deux blocs qui se font face. Et on a appelé cette époque, vous le savez, la guerre froide. Un certain nombre d'événements vont permettre de mesurer l'équilibre de ces deux blocs, savoir si l'OTAN ou le pacte de Varsovie auront leur utilité. Et un événement qui reste extrêmement important, et dont on avait parlé lors de la conférence sur l'Égypte en 1956, donc Nasser, le nationaliste égyptien Nasser, très anti-islamiste en passant, Nasser nationalise le canal de Suez. Lui, il estime que même si techniquement ce qu'a fait Ferdinand de Lesseps et ce qu'ont fait les Français donc à cette époque-là, puis ensuite la présence anglaise, économiquement ont été fort utiles à l'Égypte parce que l'Égypte n'aurait probablement pas pu construire par elle-même le canal de Suez, mais tout de même, le fait que ce soit sur son territoire et que ce soit des puissances étrangères qui en soient propriétaires, Nasser trouve cela insupportable. C'est un peu sur ce programme-là qu'il a été élu et plus généralement, le peuple égyptien, à ce moment-là, est dans une phase très nationaliste, dans un engouement pro-Nasser extrêmement fort. Il faut voir que Nasser était un orateur extraordinaire, qu'il a galvanisé les foules égyptiennes. Et on dit que c'est lui qui a redonné à l'Égypte, après des années de monarchie un petit peu endormie, avec le roi Farouk, qui était un brave homme, enfin finalement pas très intéressant et qui manquait beaucoup de personnalité. Eh bien Nasser, lui, dit, eh bien l'Égypte maintenant va revivre tant de siècles après l'ère des pharaons, une nouvelle grande époque, et nous allons commencer par la nationalisation du canal de Suez. Pour les puissances occidentales, c'est bien ennuyeux cette histoire. Et donc, vous avez une expédition militaire qui est organisée par la France, la Grande-Bretagne et Israël. Vous voyez là les Anglais en haut, les Français en dessous, avec notamment le colonel Château-Jobert qui apparaît sur cette photo, qui fut un des héros de cette expédition de Suez, le colonel Château-Jobert, qui sera après non seulement un grand militant de l'Algérie française, mais qui également sera un théoricien de la guerre subversive. Et encore aujourd'hui, les militaires spécialisés dans la guerre subversive lisent les écrits du colonel Château-Jobert. Et puis en bas à droite, vous avez les Israéliens, et vous avez peut-être reconnu assis le général Moshe Dayan, qui était très célèbre parce qu'il était borgne et que donc il avait son œil de pirate qui lui a donné une réputation mondiale. Donc ces trois puissances se mettent d'accord pour monter une expédition en Égypte et pour récupérer le canal de Suez. C'était quand même une autre époque de ce point de vue-là. Et là, il va y avoir un phénomène extrêmement intéressant, en dépit de ce monde bipolaire, en dépit de cette guerre froide, ou peut-être à cause de ce monde bipolaire d'ailleurs, les Américains et les Soviétiques se parlent. Et ils se parlent pour se dire quoi ? Pour se dire qu'est-ce que c'est que cette expédition de ces petits pays que sont devenus la France, la Grande-Bretagne et Israël. De quel droit prennent-ils des initiatives sans nous en parler ? Alors, les Soviétiques ne sont pas du tout contents parce que l'Égypte commence à se rapprocher de l'URSS par anti-américanisme notamment, non pas parce que Nasser est communiste, loin de là, mais ils détestent les Américains et ils détestent les puissances occidentales d'une façon générale. Donc tout naturellement, ils se rapprochent de l'URSS et donc les Soviétiques ne sont pas du tout contents que leur allié se soit fait comme ça brutalement attaquer. Les Américains, de leur côté, sont extrêmement mécontents que la France et la Grande-Bretagne prennent des initiatives militaires sans leur en parler. Parce que la France, la Grande-Bretagne et Israël ont organisé ça sans prévenir les Américains. Donc pour les Américains, c'est insupportable. Les Soviétiques et les Américains se parlent et les Soviétiques disent aux Américains
vous dites à vos amis de dégager de là parce que nous, on va se fâcher. Vous noterez que personne n'est finalement intervenu militairement, personne, ni les Américains ni les Soviétiques ne sont intervenus militairement, et qu'ils se sont parlé pour apaiser tout risque, apaiser toute tension, empêcher en tout cas que cela puisse dégénérer. C'est une attitude qu'on retrouvera assez souvent. Donc les Américains se fâchent, disent aux Français, aux Israéliens et aux Anglais de rembarquer, de rentrer chez eux, alors que l'expédition avait militairement réussi. L'armée égyptienne s'était fait assez facilement écraser par les forces spéciales des trois pays précédemment nommés. Et donc, la tête basse, France, Grande-Bretagne et Israël rentrent chez eux. Et c'est là un grand tournant, c'est un tournant important, c'est la prééminence américaine définitive qui s'impose en Europe occidentale. La France et la Grande-Bretagne ne prendront plus jamais d'initiative militaire sans en parler au préalable aux Américains, en dehors de leur précaré qui pour les Français sera l'Indochine ou l'Algérie, ou d'ailleurs, notamment en Algérie, ils seront contrés par les Américains, durement contrés par les Américains. Mais en tout état de cause, la France et la Grande-Bretagne quittent la cour des grands, les États-Unis et l'URSS dominent le monde. C'est à ce moment-là que De Gaulle, à la faveur des événements d'Algérie, ce serait trop long de s'étendre là-dessus, eh bien, après être revenu au pouvoir et avoir mis fin à la 4e République et avoir organisé la constitution de la 5e République, rappelle que lui, qui n'aime pas les Américains, qui lui avait préféré pendant la Seconde Guerre mondiale le général Giraud, bien oublié depuis, mais il y avait une compétition entre le général de Gaulle et le général Giraud. De Gaulle s'était rendu insupportable, tant auprès des Anglais qui le détestaient que des Américains qui considéraient qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Eh bien, le général Giraud a été choisi, oui, mais le général Giraud a perdu la bataille. Et donc, c'est De Gaulle qui s'est imposé, et c'est De Gaulle qui, en 1958, revient, met fin à la 4e République, donne une constitution à la 5e République qui empêche la dictature du Parlement, et il rappelle que lui, il considère que l'Europe, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. L'Europe, toutes ces vieilles terres où naquit ou fleurit la civilisation moderne, c'est toute l'Europe qui décidera du destin du monde. Il rêvait de ce destin de redonner à l'Europe sa grandeur en s'alliant éventuellement avec l'Union soviétique, tout au moins en ayant des relations apaisées avec le monde communiste, afin d'éviter que l'Amérique ne mette la main sur l'Europe occidentale. Alors il va aller jusqu'au bout du processus et il va faire en sorte que la France quitte l'OTAN. Elle reste dans l'Alliance atlantique, mais le bras militaire de l'Alliance atlantique, l'OTAN, eh bien, elle le quitte, ce qu'on appelle quitter le commandement militaire intégré, une formule savante pour dire que tout simplement, on quitte l'OTAN, tout en restant dans l'Alliance atlantique. Et donc, le 1er juillet 1966, retrait français de l'OTAN. Et les Américains, qui ont installé des bases absolument partout en Europe, et notamment en France, ils sont installés depuis 1945, eh bien, reçoivent l'ordre de quitter la France. Et toutes les bases américaines doivent fermer d'ici le 1er avril 1967. Alors, Washington demande un délai de 2 ans pour l'évacuation des troupes, en disant on ne sait jamais, ça peut changer, il peut changer d'avis, il peut être renversé. Et Paris rejette durement la demande de délai de 2 ans de Washington. Alors, vous me pardonnerez ce titre, une OQTF promptement appliquée. Vous savez que les OQTF sont très à la mode. Obligation de quitter le territoire français. Ce sont ces ordonnances d'expulsion contre des immigrés clandestins qui ne sont à peu près jamais appliquées. Donc celle-là a été appliquée et les bases américaines ont été évacuées dans les mois qui avaient été prévus par le gouvernement français, par le général de Gaulle en réalité, et Paris a rejeté la demande de délai de 2 ans de Washington. Et donc les bases américaines se vident. Et vous me permettrez un petit souvenir personnel, j'ai fait une partie de mon service militaire près de Saumur et dans une ancienne base américaine. Et donc vous aviez sur plusieurs hectares des centaines de baraquements qui étaient dans un état pitoyable parce qu'ils n'avaient pas été très très entretenus, mais on se retrouvait dans une base américaine. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'il y avait, enfin nous jeunes appelés, qu'on avait compris qu'il y avait eu des dizaines de bases américaines
ainsi vidé quelques années auparavant, 10 ans auparavant, donc dans cette fin des années 60. Un autre événement va jouer une importance certaine dans ce développement de l'OTAN et dans la forme d'organisation de l'OTAN. Il faut bien comprendre que l'OTAN est censée avoir une politique d'intervention commune et en réalité, l'affaire turque et l'affaire chypriote montrera qu'il n'en est rien. Chacun, au fond, fait ce qu'il veut. C'est une drôle d'alliance. Le pacte de Varsovie fonctionnait d'une façon autrement plus autoritaire. Et donc, en 1974, la Turquie attaque Chypre. C'est une attaque parfaitement illégale. C'est vrai que l'île de Chypre avait un projet à ce moment-là qui était de fusionner avec la Grèce. Et en Grèce, à cette époque-là, c'était le régime des colonels. Donc un régime très, très droitiste, on a appelé ça la dictature des colonels. Restons calmes, c'était pas Hitler, loin de là, mais tout de même, c'était un régime autoritaire après un coup d'État pour remettre un petit peu d'ordre dans un pays désordonné et corrompu. Et donc, les Turcs se sont inquiétés pour leur communauté parce qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de Turcs qui vivaient à Chypre, parce que l'Empire ottoman avait conquis Chypre, qui avait ensuite été libéré. Il y a eu des luttes terribles autour de Chypre entre chrétiens et turcs, notamment les Vénitiens, la flotte vénitienne, qui s'était, j'aime pas toujours beaucoup les Vénitiens, qui ont beaucoup trafiqué, beaucoup manœuvré, beaucoup volé, mais tout de même, dans cette affaire-là, les marins vénitiens et les soldats vénitiens ont été courageux contre les Turcs. Et ces batailles ont permis à la fin aux chrétiens de récupérer Chypre sur l'Empire ottoman et d'en refaire une terre chrétienne. Et la Turquie, donc en 1974, prend le prétexte d'une inquiétude pour ces coreligionnaires turcs, qui n'étaient en rien menacés, mais peu importe, et lance une expédition brutale pour attaquer Chypre. L'affaire fait grand bruit, il y a quand même des centaines de morts, les Chypriotes se battent courageusement mais sont vite écrasés par les régiments parachutistes turcs qui sont tombés du ciel, venant de Turquie. La Turquie est à 2 pas, c'était pas très compliqué. Et donc, les Turcs s'installent dans l'ensemble de Chypre, qu'ils ont à ce moment-là un petit peu envie de conquérir totalement. Donc, les Chypriotes se battent avec l'énergie du désespoir. On voit d'ailleurs à Chypre des monuments à la gloire des héros chypriotes morts contre les Turcs dans ces combats qui furent quand même extrêmement violents, brefs mais très violents. La communauté internationale intervient et puis dit à la Turquie, il est hors de question que vous conquériez l'ensemble de Chypre. Par contre, vous pouvez rester dans le nord, là où vous allez débarquer. Et depuis, Chypre vit en partition, avec une partie nord sous contrôle de l'armée turque et une partie sud libre. Et pourquoi je parle de cet événement qui certes est important, mais en quoi ça concerne le sujet du jour? Eh bien, par le fait que finalement, un membre de l'OTAN fait absolument ce qu'il veut. Il attaque qui il veut, quand il veut. Cette organisation fonctionne d'une façon assez étrange, de façon assez individualiste. Certes, les Américains dirigent, mais au fond, comme la Turquie est un élément essentiel dans l'OTAN, c'est très important. Il y a les ogives nucléaires américaines qui sont là et qui sont braquées sur l'Union soviétique. Il est donc hors de question de se fâcher avec la Turquie. Et la Turquie, et encore maintenant avec Erdogan, jouera toujours là-dessus en disant de toute façon, nous sommes indispensables à l'OTAN. Nous sommes indispensables à l'OTAN parce que nous avons la plus grande armée d'Europe, premièrement, de l'Europe occidentale, si on met à part la Russie, et encore maintenant en nombre d'hommes, l'armée turque est supérieure d'ailleurs à l'armée russe. On verra après, avec l'évolution de la guerre en Ukraine, si l'armée russe revient à un niveau qui serait plus conforme à son statut. Mais en tout état de cause, la Turquie est aujourd'hui la plus grande armée d'Europe. Et donc, cette Turquie, eh bien, il ne faut pas trop la contrarier. Il ne faudrait surtout pas qu'elle quitte l'OTAN. Il ne faut surtout pas qu'elle se rapproche trop de la Russie, déjà à l'époque, en 1974. Et donc, on laisse les malheureux Chypriotes se faire amputer d'environ un tiers de leur territoire. Et encore maintenant, si vous allez visiter Chypre, ce que je vous engage à faire parce que c'est extrêmement joli, il y a des monuments absolument ravissants, il y a des fresques byzantines dans des églises improbables dans la montagne qui sont absolument somptueuses, c'est vraiment un très beau voyage. Simplement, vous avez une ligne de débarcation au nord. Nicosie, la capitale, est coupée en deux. Vous avez
quasiment un mur de Berlin qui sépare tout ça. Et aujourd'hui, on accepte tout ça parce qu'il ne faut pas se fâcher avec la Turquie. C'est un peu le talon d'Achille de l'OTAN d'une certaine façon. La Turquie fait ce qu'elle veut. Alors, cette séparation, vous la voyez là. Et si vous visitez Chypre, ce que je viens de vous engager à faire, je confirme mon propos, n'hésitez surtout pas à passer la ligne de démarcation avec un guide et un chauffeur, c'est tout de même plus prudent. Et puis, vous vous promenez dans la partie nord de Chypre, notamment à Famagouste, où vous avez l'ancienne citadelle des croisés et puis des Vénitiens. C'est un spectacle magnifique. Mais en attendant, les Turcs occupent en parfaite illégalité et en toute impunité la moitié nord de Chypre. En 1982, bonne nouvelle pour nos bons démocrates occidentaux, Franco est mort. Donc, la tyrannie franquiste s'est éteinte. Les Espagnols se donnent à la gauche, notamment un socialiste bien oublié aujourd'hui, mais les gens de ma génération s'en rappellent sûrement, Felipe González, qui avait une tête de socialiste révolutionnaire qui plaisait à tous nos médias. Et donc, l'Espagne est sollicitée pour entrer dans l'OTAN, ce qu'elle accepte bien volontiers. Et puis, Gorbatchev va arriver en Union soviétique. Il comprend que la partie est perdue. Il comprend qu'il faut mettre fin, non pas au système soviétique, il espère le conserver, mais en tout cas à ces dépenses d'armement absolument gigantesques. L'Union soviétique n'arrive plus à suivre. Ronald Reagan, le président américain, a lancé la guerre des étoiles, c'est-à-dire la guerre par satellite, et une augmentation, une amélioration de la technologie des armements telle que l'Union soviétique, qui aime, elle, faire dans le nombre, mais à cette époque-là, pas tout à fait assez dans la technique, contrairement à maintenant d'ailleurs, eh bien, l'Union soviétique ne peut plus suivre. Gorbatchev l'a très bien compris et se dit c'est la ruine, il faut se retirer doucement de cette escalade militaire. Donc on lance la perestroïka, la politique de transparence, de changement, la glasnost, la transparence, et on espère sauver le système soviétique. Mais évidemment, tout ça va s'effondrer, et le pacte de Varsovie avec. Et donc, le ministre des Affaires étrangères, vous l'avez sur la photo de gauche, là, au centre, le ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev, qui était un Géorgien qui s'appelait Édouard Shevardnadze, qui fut d'ailleurs, après l'indépendance de la Géorgie, le premier président géorgien, discute avec les Américains et ils se disent, bon, écoutez, nous, on sent que tout ça est en train de partir à volo, on va supprimer le pacte de Varsovie parce que ça n'a plus de sens, on met fin à la guerre froide, on met fin à ce monde bipolaire, vous avez gagné la guerre froide en quelque sorte, et puis en échange, eh ben, vous dissolvez l'OTAN, ça n'a plus de raison d'être. Les Américains vont bien sûr se garder de dissoudre l'OTAN et ils vont par contre s'engager oralement sur le fait que la juridiction actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. C'est James Baker que vous voyez à droite sur la photo de gauche. Donc vous avez George Bush père, Edward Shevardnadze et James Baker, le secrétaire d'État. Tout ça se serre gentiment la main. C'était un jeu de dupes en réalité, un peu comme les accords de Minsk dont on vient de parler beaucoup dans la presse. Et on fait croire aux Russes qu'on ne s'étendra pas vers l'Est. Cette promesse, malheureusement, n'a pas été couchée sur le papier. Et Vladimir Poutine le regrettera ensuite amèrement. Et donc, on se réunit, vous voyez sur la photo de droite, Gorbatchev, George Bush père, Edward Shevardnadze, James Baker, et on signe des traités, notamment celui permettant la réunification de l'Allemagne. C'était la condition sine qua non pour que l'Allemagne puisse se réunifier, c'est que l'Union soviétique donne son accord, puisqu'il y avait les traités de 1945 qui disaient que c'était une gestion commune. Et donc, si les soviétiques n'avaient pas donné leur accord, il n'y avait pas de réunification allemande. Et ils l'ont donné en échange notamment de cette promesse que l'OTAN ne bougera plus et ne s'étendra pas vers l'Est. Promesse donc évidemment non tenue. Et en 2015, au moment d'un entretien avec le cinéaste américain Oliver Stone, qui avait fait un film sur Poutine, Oliver Stone qui venait de l'extrême gauche américaine, il y a des trajectoires stupéfiantes quelquefois. Et donc, que dit Vladimir Poutine ?
Il dit « Rien n'avait été couché sur le papier. Ce fut une erreur de Gorbatchev. En politique, tout doit être écrit, même si une garantie sur papier est aussi souvent violée. Gorbatchev a seulement discuté avec eux et a considéré que cette parole était suffisante. Mais les choses ne se passent pas comme cela. » Et encore aujourd'hui, je lisais récemment dans un journal, et puis j'écoutais un général de plateau sur une des chaînes improbables de la doxa unique qui gère notre pays aujourd'hui, et qui disait non, c'est faux, jamais, jamais les Américains ne se sont engagés à ce que l'OTAN ne s'étende pas vers l'Est. Tout ça est faux et archi faux. Ce sont des mensonges éhontés, parce que c'est vrai que ça n'a pas été couché sur le papier. Mais tout de même, il y a les paroles de James Baker qui figurent dans des documents américains tout à fait officiels, qui ont été récemment déclassifiés. Donc, tous les historiens, tous les observateurs peuvent parfaitement consulter ces documents. Les preuves sont là. Les Américains ont menti, mais en effet, et Poutine a parfaitement raison de considérer que c'est une très grave erreur de Gorbatchev. Il aurait fallu coucher ça sur le papier. Il aurait fallu faire un traité en bonne et due forme. On dissout le pacte de Varsovie. Vous continuez l'OTAN parce que vous voulez continuer l'OTAN, mais ça ne s'entend pas. Ça ne s'étend pas. À l'Est, on l'écrit. Certes, peut-être qu'ils auraient étendu, mais au moins, il y avait la preuve qu'ils avaient menti. Alors l'OTAN va ensuite exercer ses talents. Maintenant qu'elle a les mains libres, vous avez compris qu'on avait quitté le monde bipolaire pour rentrer dans un monde unipolaire. C'est-à-dire que la Russie va, l'Union soviétique est devenue la Russie va s'effondrer économiquement. Boris Eltsine, qui dirige la Russie dans toutes ces années 90, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Poutine en l'an 2000, pendant 10 ans, 9 ans, eh bien la Russie va s'effondrer économiquement. Les Russes, à nouveau, font la queue dans les magasins et, d'une certaine façon, meurent de faim. Il y a des famines à ce moment-là en Russie, la population diminue. Tout s'arrête en quelque sorte. Et en plus, il y a des économistes américains ultralibéraux, menés notamment par George Soros, qui défilait, je vous l'ai montré lors de la dernière conférence, qui défilait à Moscou, qui conseillait Eltsine. Ça a été l'effondrement économique. Donc c'est le moment où tout est permis. On peut faire absolument ce qu'on veut. Et que va-t-on faire? Eh bien, l'urgence absolue, c'est de semer le chaos dans les Balkans. C'est la première urgence. Après, on s'occupera du Proche-Orient. Mais pour l'instant, l'urgence, c'est la Yougoslavie. Pourquoi? Parce qu'elle est dominée par la Serbie. Que la Serbie est composée d'un peuple slave orthodoxe, très proche de la Russie. Et donc, il n'est pas possible que la Yougoslavie continue d'être dominée par un pays dominant, et majoritairement slave et majoritairement orthodoxe. Et il faut donc démanteler cette république fédérale qui avait été menée d'une main de fer par Tito, maréchal sanguinaire, abominable, pour lequel pas une once de sympathie, mais il était très, pas populaire parce que ce fut un tyran, mais enfin à force de tuer évidemment tous les opposants, il restait ce sentiment de terreur qui faisait que Tito était craint en tout cas. Et jusqu'à sa mort, la Yougoslavie a été menée d'une main de maître, non pas d'ailleurs par la Serbie, puisque Tito était croate, mais en tout cas c'était la Serbie qui était la plus grande puissance de cette fédération. Et à la mort de Tito, la Serbie, débarrassée de ce croate dont la figure était emblématique, eh bien la Serbie reprend en quelque sorte le dessus, et c'est elle qui domine la Yougoslavie, avec notamment le président de l'époque Milosevic. Eh bien, les Américains donc ont pour objectif de dépecer tout ça. Et dans cette république fédérale yougoslave, eh bien, en dehors de la Serbie, il y a la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, la Macédoine, le Monténégro. Il faut dépecer tout ça. Parce que la stratégie américaine, c'est la stratégie du chaos. Pour détruire un pays qui vous gêne, qui vous empêche d'étendre votre domination, eh bien, vous le divisez à l'infini, vous le subdivisez. Et c'est pour ça que les Américains ont toujours soutenu ce fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous vous rendez compte qu'il est absolument sans fin, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui peut empêcher demain les Corses, les Bretons ou les Alsaciens? On peut parler d'un peuple alsacien, d'un peuple breton, d'un peuple corse. Que sais-je encore? Donc, a fortiori, d'un peuple croate, d'un peuple slovène, d'un peuple serbe. En plus, les Croates étaient, comme les Slovènes, appartenaient à l'Empire austro-hongrois auparavant. Donc, ils peuvent toujours dire que la Serbie, qui elle était à part,
ils n'ont pas du tout la même histoire, il y a 1000 arguments pour ça, mais vous sentez bien qu'on peut subdiviser à l'infini. Eh bien, c'est l'essai, c'est de subdiviser à l'infini, parce que ça permet effectivement de mieux dominer le monde. Et donc, ce joli chaos, il va être organisé par les Américains avec, sur place, de très nombreux membres des services secrets américains, ainsi que les Français, les Anglais, les Allemands, toujours ensemble dans les mauvais coups. On les a revus après de multiples fois. Et donc, une guerre très violente éclate entre les uns et les autres. On tire les marrons du feu et on organise donc le dépeçage de la Yougoslavie. Donc, on a une Bosnie-Herzégovine improbable avec des communautés bosniaques, serbes et croates qui se regardent en chien de faïence, surtout les Serbes. Vous avez un Monténégro indépendant, il ne demandait rien au départ, mais ça fait rien. Une Macédoine qui s'appelle maintenant la Macédoine du Nord, parce que les Grecs ont protesté, disant qu'il n'avait pas le droit de s'appeler Macédoine. La Serbie, la Croatie, la Slovénie, tout ça est indépendant. Mais c'est pas tout à fait fini. C'est pas tout à fait fini. Il manque le Kosovo. Allons-y, le Kosovo. Petite province serbe. Pourquoi faut-il régler l'affaire du Kosovo? Eh bien, parce que les Serbes ont laissé imprudemment des centaines de milliers d'immigrés albanais musulmans s'installer au Kosovo pour profiter du niveau de vie serbe qui, sans être exceptionnel, loin de là, est quand même très supérieur au niveau de vie albanais. Et donc, au bout d'un moment, il y a des maquisards albanais armés par les Américains qui déclenchent des hostilités au Kosovo en demandant l'indépendance du Kosovo, puisque le Kosovo est majoritairement peuplé d'Albanais. Alors, les Serbes envoient leur armée et une guerre terrible commence entre l'armée serbe et les maquisards de Lučeka, ces terroristes albanais qui se signaleront notamment par des trafics d'organes faits sur les prisonniers serbes. Il y a un livre de Pierre Péan implacable sur le sujet. Et donc, pour faire entendre raison aux Serbes, l'OTAN attaque la Serbie. C'est la première des grandes guerres illégales de l'OTAN. En 1999, on attaque la Serbie. Et tout le monde y va. Et tout le monde y va. Les Français donnent leur accord. Les Anglais, les Allemands, tout le monde est là-bas. Je vous recommande là-dessus de lire le remarquable livre du colonel Hogar. Colonel Hogar qui dit « L'Europe est morte à Pristina », Pristina étant la capitale du Kosovo, et Hogar qui avait été nommé, il était colonel à l'époque, donc il avait été nommé là-bas, il ne voulait pas y aller parce qu'il disait « Ce qu'on va faire est horrible », et il était allé voir son père, qui était un général retraité, et il lui dit « Tu comprends, je ne peux pas accepter ce poste, c'est abominable ce qu'on va faire ». Et son père le convainc d'y aller et lui dit « Si, vas-y, parce que tu limiteras les dégâts et tu feras ce que tu pourras pour limiter les dégâts. » Et en effet, dans son petit livre, dont je vous recommande encore une fois la lecture, eh bien, il raconte comment, 2-3 occasions, il a pu sauver des Serbes, il a pu sauver même un couvent de religieuses de la destruction. Et donc, le colonel Hogar a bien servi la France, contrairement à ces pilotes français qui ont accepté d'obéir à ces ordres abominables et donc de bombarder des Serbes pour permettre à la mafia islamo-albanaise de s'installer au pouvoir au Kosovo. Donc on bombarde la Serbie demande grâce et au bout d'un moment, ça y est, l'armée serbe se retire du Kosovo et 10 ans après, 2008, contrairement à toutes les promesses faites à l'époque, promesses écrites cette fois, eh bien le Kosovo proclame son indépendance. À quand dans l'OTAN? D'ailleurs, au fond, est-ce bien utile qu'il aille dans l'OTAN, puisque le Kosovo, aujourd'hui, accueille la plus grande base américaine d'Europe. Cette base s'appelle Bondsteel. Il y a 8000 militaires américains qui sont installés sur cet immense territoire qui était peuplé de collines, et ils ont abrasé les collines, figurez-vous. Ils ont rendu le terrain plat. Les Américains ne lésinent jamais sur les moyens quand il s'agit de leur hégémonie militaire. Et donc, ce camp Bondsteel est installé au cœur de l'Europe, au Kosovo, qui n'est pas encore dans l'OTAN, mais finalement, à quoi sert l'OTAN dans ces conditions-là, le Kosovo n'étant lui-même pas dans l'OTAN. Et le Kosovo est devenu ainsi, à la suite d'une opération tout de même menée par l'OTAN, France, Angleterre et États-Unis, bien sûr, en tête, eh bien le Kosovo est devenu structurellement un nouvel État américain. Les Américains sont chez eux au Kosovo. D'ailleurs, vous atterrissez à Pristina,
la capitale, vous prenez un taxi pour rejoindre le centre-ville de Pristina, et vous prenez l'avenue Bill Clinton, celui qui a organisé toute cette opération, et vous avez des drapeaux américains absolument partout. Et cerise sur le gâteau, des soldats ukrainiens que vous voyez ici en récréation après des exercices, des soldats ukrainiens sont entraînés par les forces de l'OTAN, par les forces américaines, sont entraînés sur ce camp de Bondsteel. La boucle est bouclée. Et puis 2001 arrive. Pourquoi je dis que ce n'était pas la fin de l'histoire? Vous vous rappelez ce politologue américain qui s'appelait Fukuyama, qui avait écrit, après la chute du mur et après l'effondrement de l'Union soviétique, il avait écrit « C'est la fin de l'histoire. L'Amérique a gagné la guerre, le monde bipolaire est terminé, le communisme est mort, ça il avait raison, le communisme était mort, et nous entrons dans un monde unipolaire, dominé par l'Amérique, mais ce sera une hégémonie bienveillante, pour reprendre un vieux terme américain, une hégémonie bienveillante, parce que ce sera l'hégémonie du modèle de la démocratie occidentale. Et donc les Américains, et le reste du monde d'ailleurs, européens, les Occidentaux, ont naïvement cru à ce moment-là que le monde entier était ravi de cette fin de l'histoire. Mais ils n'ont pas compris qu'il y avait une nouvelle puissance qui venait, et cette nouvelle puissance, c'était l'islam. Et donc ils vont subir cet attentat célébrissime en 2001, le 11 septembre 2001, où donc deux Boeing vont s'écraser sur les tours jumelles de New York. Alors bien sûr, il y a énormément de zones d'ombre dans cette histoire d'attentat, mais en attendant, le résultat est là. Les Américains, pour la première fois, sont attaqués sur leur territoire dans des conditions très troubles, très complexes, pas complètement élucidées encore, mais il est certain par contre que tous les terroristes qui ont effectué cette opération, 4 avions finalement ont été détournés. Deux sont écrasés sur les tours jumelles, un troisième dans la campagne. On a dit que le quatrième s'était écrasé sur le Pentagone, ce qui reste quand même largement sujet à caution. Et je vous assure que je ne fais pas le complotiste en disant ça. Des gens extrêmement sérieux et de tous horizons ont dit quand même, il y a beaucoup de choses étranges dans cette histoire. On saura la vérité un jour, peut-être. Il y a des choses qu'on ne sait toujours pas, certaines fois très anciennes, donc peut-être qu'on ne le saura jamais, mais peut-être qu'on le saura. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas de la fin de l'histoire, une nouvelle histoire commence, et cette fois c'est le choc de civilisation qui sera décrit par Hutchinson. Alors, l'Amérique donc a été humiliée sur son sol, et il faut des coupables. Et on envahit l'Afghanistan. Et cette fois, c'est l'OTAN qui envahit l'Afghanistan au nom de l'article 5. Et cette fois, l'ONU donne son accord. Ce n'est pas une guerre illégale de l'OTAN, contrairement au bombardement serbe, au bombardement de la Serbie, mais c'est une guerre, cette fois, légale. Et alors, ce qui est très intéressant à observer, et vous allez comprendre l'argument juridique tordu qui a permis cela. Si on attaque un pays, c'est que ce pays a attaqué un membre de l'OTAN. C'est ça l'article 5. La solidarité entre les membres de l'OTAN. Si demain Poutine envahit la Pologne, eh bien, tout l'OTAN aura le droit d'attaquer la Russie en représailles. En envahissant l'Ukraine, il ne fait pas jouer l'article 5. Et d'ailleurs, l'OTAN intervient sans faire jouer l'article 5. En Afghanistan, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Eh bien, c'est assez étrange. Ça aurait pu, tout de même, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire, ça a été l'article 5, ça a été une intervention de l'OTAN avec l'article 5, donc ça n'a pas été le même cas qu'en Ukraine, alors que c'est hautement discutable parce que ce n'est pas l'Afghanistan comme État qui a attaqué les États-Unis. Ce sont, selon la version officielle, des terroristes financés par Ben Laden, qui étaient à ce moment-là réfugiés en Afghanistan. Enfin, on le suppose, il était peut-être au Pakistan, il était en tout cas entre les deux, mais ce n'est pas l'Afghanistan en tant qu'État, même s'il abritait de façon assez laxiste beaucoup de membres d'Al-Qaïda, qui était l'organisation phare à l'époque de l'islamisme, mais l'Afghanistan en tant qu'État n'attaque pas l'Amérique. Et donc, les Américains ont considéré que l'Afghanistan était coupable en tant qu'État. Et donc, on fait jouer l'article 5, et l'Amérique oblige tous les pays occidentaux à venir attaquer l'Afghanistan. Et nous-mêmes, on enverra des régiments là-bas. On aura une centaine de Français morts en Afghanistan au nom d'une intervention
quand même illégale parce que l'article 5 n'aurait pas dû s'appliquer, même si l'OTAN a estimé qu'elle était attaquée. Et par ailleurs, pour l'abandonner 1000 milliards de dollars plus tard et quelques décennies après. Et donc, c'est bien triste pour nos presque 100 soldats français morts là-bas en Afghanistan au cours d'une guerre où on a invoqué à tort l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique. Et puis 2003, une autre guerre illégale de l'OTAN va arriver. Cette fois, c'est l'Irak. Alors, on connaît l'histoire par cœur, mais je n'ai pas pu résister au plaisir de vous ressortir les photos les plus emblématiques de cet événement incroyable. Vous avez Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères français, qui fait un discours, il faut reconnaître, assez remarquable, où il rappelle qu'il y a d'autres solutions que la guerre. Et en filigrane, ça n'est pas dit assez dans son discours, et en filigrane, l'Irak n'est pour absolument mais rien dans les attentats du 11 septembre, alors que l'Afghanistan, on pouvait plaider une certaine complicité d'Al-Qaïda envers Al-Qaïda, mais pour l'Irak, il n'en était rien. Saddam Hussein, le dictateur de l'Irak, passait son temps à emprisonner des islamistes. Donc c'était une blague tout ça. Et en face, vous voyez cette photo extraordinaire de George Bush qui s'ennuie. À côté, Condoleezza Rice qui fait la tête, vraiment, c'est la secrétaire d'État américaine. C'est une néoconservatrice acharnée. Les néoconservateurs, vous savez, ces bellicistes américains qui veulent étendre l'hégémonie américaine sans fin au moyen des armes. Et tout à fait à gauche, avec sa moustache très british, vous avez John Bolton, qui fut après un des conseillers de Donald Trump. Et un jour, il a vendu clé en main à Donald Trump un coup d'État au Venezuela. Le Venezuela était pas sage, il n'était pas assez pro-américain, et donc Bolton lui a vendu un coup d'État. Trump a donné son accord, le coup d'État a échoué et Bolton a été limogé. Et puis aujourd'hui, finalement, le Venezuela est très gentil parce qu'on a besoin de son pétrole. Comme quoi, comme le temps passe. Et donc, le mensonge de ce pauvre général Colin Powell, qui vient de mourir d'ailleurs, paix à ses cendres, qui avait brandi cette petite fiole en disant voilà les armes de destruction massive. Il fallait quand même oser faire un mensonge d'une insondable stupidité. Et après, il a dit qu'il avait regretté que c'était une tâche dans sa vie, ce discours à l'ONU, ces mensonges répétés. Et donc, c'est une guerre illégale de l'OTAN qui va détruire l'Irak, qui ne s'en est toujours pas relevé, soit dit entre parenthèses. Donc, l'ONU, ça sert de temps en temps, et puis ça ne sert pas toujours. Et la plupart du temps, la doctrine de l'OTAN, pas la plupart du temps, de façon structurelle, la doctrine de l'OTAN est ainsi faite. Si on a l'accord de l'ONU, c'est bien. Si on n'a pas l'accord de l'ONU, ça n'a aucune importance. Et le pire des néoconservateurs, Donald Rumsfeld, le dira d'une façon extraordinairement brutale et cynique à l'américaine, ce n'est pas la coalition qui définit la mission, mais la mission qui définit la coalition. Sous-entendu, si on a l'accord de l'ONU, tout le monde y va. En Corée, en 1950, par exemple, il y avait eu l'accord de l'ONU. Et donc, tout le monde y était allé. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est la mission, ce n'est pas la coalition. Et donc, s'il y a besoin d'attaquer un pays et qu'on n'a pas l'accord de l'ONU, aucune importance. C'est justement à ça que l'OTAN sert. Et je trouve cette phrase qui résume parfaitement la doctrine des néoconservateurs américains. Ce n'est pas la coalition qui définit la mission, c'est la mission qui définit la coalition. On a l'objectif et on voit après comment on s'organise. Alors Nicolas Sarkozy en France gagne les élections présidentielles de 2007. Lui, il est très pro-américain, il est très anti-russe et il dit cet entre-deux que nous avons, ça ne correspond pas à ce que je pense. Et donc, on réintègre le troupeau et le 11 mars 2009, dans un discours, il annonce que la France réintègre l'OTAN. Et donc, la parenthèse, tout en se réclamant du gaullisme tous les jours, hein. Donc la parenthèse gaulliste se termine, la France redevient un bon petit soldat de l'Amérique. Alors l'OTAN s'active, les Américains s'activent avec la complicité des Européens, et contrairement à la promesse de James Baker, petit à petit, eh bien, on avance vers l'Est. Et donc, successivement, tous les pays de l'Est, les uns après les autres, se rapprochent de la Russie et adhèrent. Et on a les premiers pays limitrophes, les petits pays baltes en haut que vous voyez, Estonie, Lettonie, Lituanie, et puis en dessous, la Pologne, mais il y a la Biélorussie
entre les deux. Les Américains ont essayé d'organiser des coups d'État en Biélorussie, mais ça n'a pas marché. Et puis plus loin, vous avez l'Ukraine et puis la Géorgie, tout à fait à droite, pays du Caucase, qui eux lorgnent l'OTAN. En Géorgie, il y a eu un coup d'État organisé par les Américains qui a permis d'élire le président Saakashvili, très pro-américain. Et en Ukraine, vous connaissez l'histoire de la place Maïdan en 2014, un autre coup d'État. Donc maintenant, il y a des régimes pro-occidentaux qui, évidemment, dès qu'ils sont en place, demandent leur adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN dans la foulée. Et donc, en 2022, on en est à cette situation-là où la Russie a sur ses flancs eh bien, les pays baltes, la Biélorussie qu'elle protège jalousement pendant que les Américains essayent de renverser le régime avec autant d'opiniâtreté. Et puis vous avez l'Ukraine. Vous avez l'Ukraine qui reste évidemment, qui est l'élément le plus important dans cette histoire. Alors comment fonctionne l'OTAN aujourd'hui? Eh bien, cet homme-là, vous l'avez vu sûrement partout. Il s'appelle Stoltenberg et c'est donc lui, il est danois, et c'est donc lui qui est le chef civil de l'OTAN. On a l'impression que c'est lui qui dirige l'OTAN, pas du tout. En réalité, il est secrétaire général de l'OTAN. Et traditionnellement, le secrétaire général de l'OTAN est un Européen pour calmer la susceptibilité européenne. Mais en réalité, c'est un porte-parole qui fait ce qu'on lui dit et rien d'autre. Le vrai patron en Europe, c'est lui. Il est beaucoup moins connu, hein. Il s'appelle Curtis Scaparotti, ça change tous les 3 ou 4 ans. Ce sont des généraux américains et c'est lui qui commande en Europe. Mais lui non plus, le vrai patron, c'est le vrai patron de l'Europe, c'est entendu. C'est lui qui discute avec tous nos généraux qui ne jurent plus que par l'OTAN. L'armée française a le cerveau lavé de ce point de vue-là, je ne crains pas de le dire. On ne peut plus discuter avec un général sans qu'il vous explique que l'ennemi c'est la Russie et sans qu'il vous explique que heureusement, on a l'alliance américaine. Donc il n'y a plus aucune autre voie parmi les généraux, sinon ils ne deviennent pas généraux de toute façon. Il n'y a plus aucune autre voie. L'Europe s'est fait totalement vassaliser par les États-Unis. Mais le général Scaparotti, évidemment, a une marge de manœuvre extrêmement limitée. Ceux qui décident sont à New York et à Washington. Alors, on a beaucoup glosé sur cette phrase d'Emmanuel Macron. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. En réalité, il faut d'abord la replacer dans son contexte. Nous assistons à une agression menée par un autre partenaire de l'OTAN, la Turquie, dans une zone où nos intérêts sont en jeu sans coordination. Ce qui s'est passé est un énorme problème pour l'OTAN. Donc, en la replaçant dans son contexte, Macron avait dit cela parce qu'il était exaspéré par les attaques répétées de la Turquie contre la Grèce. Et vous savez que la Turquie, pas seulement contre la Grèce, contre Chypre également. On avait trouvé du gaz autour de Chypre. Les Chypriotes avaient confié l'exploitation de ce gaz à la compagnie française Total et à la compagnie italienne Eni. Et les Turcs venaient perturber toutes les recherches gazières qui étaient faites autour, en toute illégalité. Et bien évidemment, très souvent, des avions turcs survolaient les îles grecques qu'ils comptent bien récupérer un jour. En attendant, ils se vengent de ne plus les avoir en envoyant des milliers et des milliers de migrants pour déstabiliser la Grèce. Donc, ce jeu de la Turquie exaspérait Macron, qui avait de bonnes relations avec la Grèce, et surtout, l'objectif de Macron, c'était de relancer en quelque sorte l'Europe pour, profitant de l'effacement d'Angela Merkel, qui était une personnalité trop importante pour que Macron puisse rivaliser, mais avec le départ de Merkel et un certain flottement en Europe, plus le Brexit, il se disait qu'il avait une chance de devenir le grand et nouveau patron d'une Europe régénérée. Mais pour ça, il avait besoin de prendre un tout petit peu ses distances avec l'Amérique. D'où cette phrase de la mort cérébrale de l'OTAN, même si elle est liée à un événement bien précis. Évidemment, il se fera dépasser par les événements. Ça ne marchera pas. D'abord, personne au départ avait envie de Macron comme patron de l'Europe. Sa personnalité n'est quand même pas suffisamment forte pour cela. Et puis au-delà de ça, bien sûr, il y a eu la guerre en Ukraine. Alors l'Ukraine, c'est le fond de l'histoire. Et donc,
Tout à l'heure, je vous montrais une carte qui s'arrêtait en 2017, le Monténégro. 2020, l'histoire s'accélère encore un tout petit peu avec la Macédoine du Nord. Vous vous rendez compte, le Monténégro, la Macédoine du Nord. Jusqu'où on va? Ce sont tous ces petits départements des Balkans. Ces pays ne devraient pas exister en réalité. Eh bien, 2017-2020, on continue à s'étendre et il reste le très gros morceau, c'est l'Ukraine. Et donc, l'OTAN va aller plus loin. Son idée, moi j'en suis convaincu, c'est une opinion toute personnelle, je suis convaincu que les Américains ont sciemment organisé cette guerre. Ils ont sciemment coincé Poutine, disant de toute façon, il ne pourra pas faire autre chose que d'attaquer. Et s'il n'attaque pas, s'il n'a pas les tripes pour attaquer, eh bien, à ce moment-là, nous, de toute façon, on avance, on fait rentrer l'Ukraine et la Géorgie, et on continue à avancer et on affaiblit la Russie. Et donc, Poutine aura le choix entre deux solutions. Soit attaquer l'Ukraine, et à ce moment-là, on met le paquet pour le vaincre, soit ne pas attaquer l'Ukraine, et il est vaincu avant d'avoir combattu. Et donc, encore une fois, c'est une analyse personnelle, mais il faut bien analyser les choses. Il y a les faits et il faut en tirer des conséquences. Et quand les Américains, en juin 2020, vous voyez, très peu de temps avant l'attaque, disent l'Ukraine est un partenaire, nouvelle opportunité, c'est un statut très précis, nouvelles opportunités. Ça veut dire que ce n'est pas un pays qui a dit j'aimerais bien adhérer à l'OTAN, point. C'est un pays qui a dit j'aimerais bien adhérer à l'OTAN, et c'est un pays auquel l'OTAN a répondu oui, vous êtes un partenaire, nouvelles opportunités, on entrouvre la porte pour une future adhésion. Ça n'est pas rien, c'est considérable. Et à partir de ce moment-là, tout au long de cette année 2020, puis l'année 2021, Poutine ne cessera d'alerter. Il le fera, il avait déjà commencé à son fameux discours de Berlin en 2007, et il ne cessera d'annoncer attention, moi je n'accepterai pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, d'une part, et d'autre part, c'est le moment de discuter avec les Américains pour refaire l'architecture de sécurité européenne. Et cette architecture de sécurité européenne, eh bien, aussi bien l'Union européenne que les Américains vont écarter toute discussion sur le sujet. Bien sûr, Poutine rencontrera Trump puis Biden. Bien sûr, il recevra les dirigeants européens, il se rendra chez eux. Et même Macron invitera Poutine au fort de Brégançon. Et puis, il y aura les discussions au moment d'un anniversaire du 6 juin 1944 en Normandie pour voir comment appliquer les accords de Minsk. Depuis, Merkel, confirmée par les Ukrainiens, a reconnu que ces accords de Minsk étaient un piège pour permettre à l'Ukraine de se préparer à la guerre. La guerre a commencé en Ukraine, non pas en 2022, mais en 2014, après Maïdan. Et il fallait petit à petit encercler la Russie. C'est l'obsession américaine. C'est pas par haine spontanée du monde slave. C'est simplement l'application de la doctrine permanente de la géopolitique américaine, à savoir si un jour il y a une alliance entre la Russie et l'Europe, c'est la fin de la domination américaine. Parce qu'on aura l'immensité russe, donc un emplacement géopolitique unique au monde, avec quand même la force économique de l'Europe occidentale, même si elle est en baisse constante, c'est quand même une constante du XXe siècle et du début du XXIe d'isoler la Russie de l'Europe. Et pour ça, rien de tel que de harceler la Russie avec ses adhésions permanentes. Comme ça, on repousse la Russie vers l'Asie. S'il y a une guerre, c'est bien. On va mettre le paquet pour affaiblir la Russie. Elle perdra la guerre, elle ne la perdra pas, on verra. Mais en attendant, elle en sortira affaiblie. Nous, on a isolé définitivement la Russie de l'Europe, peut-être pas définitivement, mais en tout cas pour très longtemps, et on pourra s'occuper de notre objectif numéro 1, c'est la Chine. Ça, c'est la doctrine américaine actuelle. Celle de Trump était différente. Et donc, c'est pour ça que tous les néoconservateurs russophobes ont pris parti contre Trump. Il fallait que cette doctrine Trump ne puisse pas continuer à s'exercer 4 ans de plus et que donc Trump ne soit pas réélu, parce que lui, c'était laissons la Russie tranquille, parce que ce n'est pas notre ennemi et il faut s'occuper de la Chine qui, elle, va nous dépasser et qui, elle, est notre ennemi naturel. Et donc, ce changement de paradigme n'a absolument pas été accepté par l'ensemble des bellicistes américains. Et donc, en acceptant en juin 2020 l'OTAN
l'Ukraine comme nouvelle opportunité pour l'OTAN, eh bien les Américains savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils se préparaient en réalité à la guerre. Et Anthony Blinken, cet homme qui vient d'Europe centrale et dont la famille venait d'Europe centrale et qui est donc le secrétaire d'État américain, qui, soyons clairs, est aujourd'hui le véritable dirigeant des États-Unis. Les analyses sur l'état de santé de Joe Biden sont à peu près convergentes aux États-Unis. Sa lucidité ne s'exerce pas toute la journée, pour être poli. Et donc, Anthony Blinken dit le 12 juin 2021, nous soutenons l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est-à-dire exactement la ligne rouge qu'a tracée Poutine. Et donc, les Américains ont, de ce point de vue-là, il faut le reconnaître, remarquablement manœuvré. C'est-à-dire qu'ils obligent Poutine, finalement, à déclarer la guerre ou à se coucher. Comme ce n'est pas dans le tempérament de Poutine de se coucher. Et que par ailleurs, il n'a pas travaillé 22 ans à redresser la Russie pour se coucher à l'arrivée, il déclare la guerre. C'est lui l'agresseur, c'est formidable. Et après, on va détruire son économie avec les sanctions et on mettra tellement de moyens militaires qu'on va le vaincre avec le sang des soldats ukrainiens. C'est une manœuvre d'un cynisme abominable, mais l'Amérique a toujours fait comme ça, soyons clairs. Donc, nous soutenons l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Eh bien, c'est une façon, évidemment, de déclarer la guerre à Poutine, de dire, tu vois, tu n'as plus le choix, tu dois nous déclarer la guerre, tu dois attaquer l'Ukraine. Et donc, nous avons cette nouvelle guerre de l'OTAN. Vous voyez l'impeccable Zelensky à gauche, c'est juste avant l'invasion, donc il est encore en costume cravate. Depuis, il ne quitte plus son t-shirt kaki. Et vous avez l'ineffable Stoltenberg avec le serment de main Covid, magnifique. Et donc, c'est la nouvelle guerre de l'OTAN. Mais attention, cette nouvelle guerre, en face, c'est un peu différent. Bombarder des Serbes, ça va. Attaquer l'Irak, pas difficile. Et puis, je vous ai épargné la Libye parce que sinon ce serait trop long, mais ça a été pareil en Libye. Alors c'est vrai que c'était avec l'accord de l'ONU, mais l'accord de l'ONU, les résolutions de l'ONU ont été violées. Et donc cette nouvelle guerre de l'OTAN, cette fois, elle est extraordinairement risquée. C'est la première fois depuis 1945 que nous sommes en guerre de vraiment haute intensité. Même la guerre du Vietnam, qui avait été d'une certaine intensité, ça relevait quand même d'un conflit local. Là, ça aurait pu rester un conflit local. Mais on a choisi de quitter le conflit local pour en faire un conflit non pas mondial, parce que ni l'Afrique, ni l'Amérique latine, ni l'Asie, ni le Proche-Orient ne se sentent concernés par ce conflit. Ils le montrent assez par leur vote à l'ONU. Mais en attendant, eh bien, cette nouvelle guerre, elle se déclenche avec l'armée russe en face. Alors, il est probable, même si les Russes démentent cette théorie, qu'ils ont échoué dans la première semaine de la guerre dans le changement de pouvoir à Kiev, ça c'est entendu. Et donc depuis, on est parti pour une guerre longue qui va durer combien de temps? Nul ne le sait, mais militairement, les pertes ukrainiennes, ça évidemment malgré la désinformation gigantesque, sans précédent à laquelle on assiste dans cette guerre, les pertes ukrainiennes sont énormes. Et donc, jusqu'à quel point va-t-on pouvoir continuer? On ne sait pas. Alors maintenant, ce sont des chars, puisque le reste ne suffit plus. Et après les chars, ce seront quoi? Ce seront les avions. Et après les avions, ce sera quoi? Et donc, cette nouvelle guerre de l'OTAN est tout de même extraordinairement risquée. Elle est sans précédent. Et tout le monde dit, à juste titre, que Poutine a pris un risque considérable en envahissant l'Ukraine. Moi, je suis convaincu qu'il n'avait pas de choix et que ne pas envahir l'Ukraine, pour lui, c'était accepter la défaite et accepter l'encerclement de l'Europe. Et après, c'est la Biélorussie qui serait tombée. Et puis après, c'est l'Arménie qui, ça ne nous a pas échappé, est dans le collimateur. La Géorgie qui adhérait à l'OTAN. Et donc, à l'arrivée, c'était au bout d'un moment Poutine qui perdait le pouvoir, ce qui est le rêve américain, Poutine étant vraiment, vraiment l'ennemi numéro un pour l'Amérique. Mais à leur tour, les Américains et les Européens, en suivant les Américains, c'est pas eux qui ont l'initiative de tout ça, même s'ils en rajoutent des tonnes, eh bien, les Américains prennent un risque considérable. Parce qu'à l'arrivée, si militairement, l'OTAN est en difficulté, si l'OTAN va perdre la guerre, que se passera-t-il? Ils vont accepter cette défaite? Que feront-ils? Et là, je vous avoue que on est dans une situation extraordinairement périlleuse.
bien plus périlleuse finalement que pendant la guerre froide. Parce que la guerre froide, vous vous rappelez l'expédition de Suez, ils se parlaient, les Américains et les Soviétiques, là, ils ne se parlent plus du tout. Et d'autre part, on savait bien que chacun avait son précaré. Quand les Américains faisaient telle ou telle intervention, les Soviétiques ne bougeaient pas tant que c'était chez eux. Et quand les Soviétiques intervenaient à Budapest ou à Prague, les Américains ne bougeaient pas, c'était chez eux. Le seul moment où ça a bougé un peu, c'est au moment de Cuba, quand les Soviétiques ont essayé de rendre leur monnaie de leur pièce aux Américains. Là, les Américains ont bougé, parce qu'ils ont dit, là, vous êtes chez nous. Mais donc, une fois qu'on respectait les frontières, finalement, cette guerre froide avait très peu de risques de déboucher sur une guerre chaude. Comme on dit, pourquoi les Soviétiques n'ont jamais envahi l'Europe occidentale? Parce qu'ils savaient que les Américains réagiraient, que c'était la Troisième Guerre mondiale. Et donc, cet équilibre de la terreur a fait qu'au bout du compte, on était beaucoup moins en péril d'une Troisième Guerre mondiale que maintenant. Je ne dis pas qu'elle va arriver, de toute façon, on ne sait jamais ce qui va arriver. Et on se trompe toujours quand on fait des prévisions. N'en faisons surtout pas. Mais on peut froidement analyser la situation par la politique de l'OTAN, qui a décidé de faire la guerre par un peuple interposé qu'il sacrifie avec un cynisme incroyable. Des centaines de milliers de jeunes Ukrainiens meurent ou sont blessés sur le front, et Zelensky continue sa folle politique militaire, et les Européens et les Américains continuent cette confrontation d'une dureté incroyable. Je vous le dis, première guerre de haute intensité depuis 1945. On n'avait jamais connu ça. Il faut bien avoir conscience que là, on est en train de vivre des événements absolument historiques. Et donc, bien évidemment, on ne sait pas qui va en sortir. Ce qui est sûr, c'est que c'est une guerre organisée par l'OTAN, voulue par l'OTAN, et aucun des deux camps ne peut se permettre de perdre. Et c'est là où il y a danger. Les Russes ne peuvent pas se permettre de perdre, Poutine ne peut pas se permettre de faire une retraite militaire et de laisser tomber le Donbass et la Crimée. Il ne peut plus reculer. Et l'OTAN, si l'armée ukrainienne est définitivement vaincue militairement par la Russie, c'est un échec gigantesque qui ébranlera toute l'Europe, l'Amérique et l'OTAN. Et donc, l'OTAN ne peut pas non plus se permettre de perdre cette guerre, tellement il y met des moyens, et c'est pour ça qu'il les augmente sans cesse. Jusqu'où tout cela ira? Eh bien, on n'en sait rien. Mais en tout état de cause, pour conclure, que j'ai un peu moins dépassé, puisque je n'ai fait que 1h07, eh bien, qu'est-ce qui va en sortir? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, et c'était l'objet de cette conférence, c'est que l'OTAN, bras hégémonique de l'Amérique, a toujours son sens dans un monde où les Américains rêvent de continuer l'unilatéralisme, au moment où les Russes et les Chinois rêvent d'un monde beaucoup plus multilatéral. Et donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de cette guerre, c'est la fin du monde unilatéral américain. Et si les Russes en sortent vaincus et terriblement affaiblis, eh bien c'est la Chine qui va prendre le relais, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan géostratégique. Et donc, nous sommes à nouveau en train de changer de monde, après le monde bipolaire, puis le monde unipolaire. Eh bien, on va entrer dans un monde multipolaire, quel que soit le résultat de cette guerre. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette 4e conférence. Nous en aurons encore 2, et je vous remercie d'être fidèle à toutes ces conférences. Je regarde s'il y a des questions. Alors, il faut que je me rappelle comment on fait. Oui, il y a marqué chat, ça doit être ça. Hein. C'est un langage de jeunes, vous m'excuserez. Alors non, il n'y a pas de questions. Je vous laisse quand même quelques secondes si quelqu'un a envie de poser une question, mais manifestement, il n'y en a pas. Cela étant, n'hésitez pas, après, si vous avez un remords, à envoyer un mail pour poser une question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je sais que quelqu'un a envoyé un mail la dernière fois, a posé une question, et je suis confus, elle a dû être déçue parce que je ne lui ai pas répondu, et parce que maladroit comme je suis, j'ai perdu le mail. Et donc, je ne sais plus quelle était la question posée. Et donc, surtout que cette personne n'hésite pas à reposer la question, je me ferai une joie de lui répondre par mail. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis j'espère vous voir toujours fidèle au poste pour les 2 dernières conférences. Merci beaucoup, au revoir.